Le mois de janvier 2019 est arrivé. Tu as entamé un nouveau mandat de 6 ans après avoir remporté les élections de 2018. Mais une terrible offensive de l'opposition, qui refusait de reconnaître ta victoire, a débuté dans la foulée. Leurs arguments n'étaient jamais clairs. Ils n'appréciaient tout simplement pas le résultat des élections. Mais il y a eu quelque chose d'assez folklorique, de très particulier, dont je crois qu'il n'existe pas de précédent dans le monde. Un député ayant recueilli 60 000 voix se proclame président de la République au beau milieu de la rue. Mais le plus extraordinaire, tout le monde bénéficie de la liberté d'expression, du droit de faire le clown, mais le plus extraordinaire est qu'il a été reconnu par des dizaines de pays, à commencer par les États-Unis parce qu'ils n'aimaient pas le système politique vénézuélien, ni le résultat des élections. Ils n'avaient pas le droit de faire cela, mais ils l'ont fait, non ? Et différents pays ont reconnu Guaidó, ce qui a créé des problèmes encore plus graves. Peux-tu commenter cette situation ? Ils ont échoué. Cette stratégie visant à créer un gouvernement parallèle, soutenu par le gouvernement des États-Unis et par ses alliés d'Amérique latine, le groupe de Lima, a échoué. Elle n'avait aucune chance. Je n'arrivais pas à y croire. Même l'Europe des Lumières, reconnaissait un type qui s'était proclamé président dans la rue sans avoir remporté la moindre élection présidentielle. Raphaël, Je n'arrivais pas à y croire. les oligarchies européennes qui détiennent le pouvoir réel sont des alliés intimes du pouvoir américain. Des alliés intimes. Et Donald Trump a imposé à l'Europe sa politique extrémiste contre le Venezuela. Malheureusement, l'Europe est à genoux sur la question du Venezuela et de la politique extrémiste qui les a menés à l'échec. Et les effets les plus pervers de leurs échecs seront visibles dans les mois à venir. Alors ne ratez pas les nouvelles du Venezuela, qui confirmeront l'échec de ce modèle de ce coup d'État qui ont essayé d'imposer ceux du Nord. Un modèle que nous avons vaincu avec notre moralité, avec la démocratie et avec la Constitution. La bande de los Urabeños, qui sont à la frontière vénézolano-colombienne, n'est-ce pas? Et qui opèrent en faisant du trafic de drogue, du kidnapping, de l'extorsion et des assassinats, des multiples assassinats. Je rappelle quand même qu'on a trouvé il y a quelques années des fours crématoires installés par ces structures criminelles dans la zone colombienne à la frontière du Venezuela. Donc tout le monde sait que ces certaines zones et notamment les points de passage frontaliers clandestins sont contrôlés par les paramilitaires. Donc Juan Guaidó va se prendre un selfie avec un type armé, parce que dans une des deux photos que vous avez montrées, il y en a un, le brother, qui est armé, et donc dans une zone contrôlée par les paramilitaires. Donc on voit bien ici le lien qui unit l'opposition vénézuélienne aux grandes structures paramilitaires et criminelles de Colombie, mais aussi du Venezuela. Et effectivement, il y a une espèce de bouillon de culture entre déstabilisation de l'État vénézuélien et utilisation de bandes criminelles pour arriver à ses fins. La photo de Juan Guaidó avec les paramilitaires colombiens en est un exemple. Vivimos una dictadura mediática, no es una exageración, es la realidad. Ellos cuentan la realidad que quieren. La nuestra es una verdad, es una, puede haber otra, es una verdad colectiva, una verdad hecha con la gente. La de la CNN es una verdad hecha con unos pocos, con los que mandan, con los dueños, los que se creen dueños de este mundo. Venezuela sigue siendo ejemplo para el mundo, a pesar de que la CNN no lo diga, que Euronews no lo diga, a pesar de que mientan. También ese es un cambio de conciencia que reclamamos y que invitamos a otros pueblos de otras latitudes, de Europa, de otros sitios, a asumir esa conciencia. Au Venezuela, sur 111 chaînes de télévision, 61 sont privées, 37 communautaires et seulement 13 sont publiques. Même chose à la radio et dans les journaux. Y todo indica, y así por ejemplo se recoge en las conversaciones callejeras, que van a empeorar. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos frente a un escenario electoral, nuevamente la derecha salió derrotada y esto se va a traducir en un intento de profundizar los golpes sobre la economía para condicionar el voto. O sea, así como tenemos pronósticos favorables en lo político, no podemos decir lo mismo para la economía. A mí una de las cosas que más me inspira es eso, ver gente que está pasando grandes necesidades, pero está claro, sabe que el enemigo es otro, no es el gobierno, no es, o sea, que la culpa o la responsabilidad no está directamente en el gobierno
y a pesar de que también sabe que hay corrupción, que hay muchos malos manejos, pero sabe que en el fondo el grueso de la responsabilidad está en la contrarrevolución, digamos, en los que quieren acabar con la revolución bolivariana. La guerre de quatrième génération est un concept nord-américain inventé en 1989 qui repense la guerre de manière psychologique, décentralisée et menée sur le long terme, dans laquelle tous les moyens de pression sont utilisés. Sans intervention militaire de terrain et utilisant la population, ce type de guerre implique le recours aux techniques d'insurrection et de guérilla. C'est une guerre du contrôle de l'opinion, à travers la manipulation des médias, nécessitant un vaste soutien financier. L'objectif visé est l'étouffement méthodique de la population, afin de conditionner le vote dans le sens d'un changement de pouvoir. Et quand cet objectif n'est pas atteint dans les urnes, la menace s'adapte. La guerre qui se joue aujourd'hui au Venezuela relève d'une guerre plus large. D'une guerre contre ceux qui cherchent à ouvrir de nouveaux chemins, contre ceux qui s'opposent à l'impérialisme et qui luttent pour l'indépendance. Il n'y a pas de miracle vénézuélien, mais une dynamique, un processus de changement qui résiste et qui croit en l'avenir. ¿Cómo se construye una salida del modelo capitalista? ¿Cómo se construye una sociedad socialista hoy en el siglo XXI, en un mundo como es el venezolano, altamente atravesado por el consumismo, por deseos de impuestos por las principales empresas y maquinarias de consumo mundial? Es decir, no estamos en la sociedad ideal que soñamos que podría existir para construir el socialismo, sino que estamos en una sociedad del siglo XXI con hombres y mujeres atravesadas por estas contradicciones que se han planteado construir un modelo socialista que, insisto, nadie sabe muy bien cómo se hace. Porque afuera está como sobredimensionado lo malo y invisibilizado lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es el talante de un pueblo, la voluntad de un pueblo, la voluntad de una dirigencia de seguir el camino del socialismo, de seguir el camino del humanismo, de seguir sembrando en los niños, adolescentes y en las personas esa politización que ha sido como una especie de chaleco protector para el pueblo, precisamente para llegar a esos altos niveles de conciencia, de compromiso y de esperanza de que siempre vendrán tiempos mejores para el pueblo venezolano. Esclave moderne et plus enchaîné par les pieds mais par une propagande qui veut formater ses pensées créant des besoins qui nous poussent vers l'avant sans jamais que l'on se demande à qui profite cet élan. Consommer pour alimenter circuit, c'est de cette manière qu'ils veulent que l'on considère nos vies, mélangeant les idées, le concept, les images afin de nous réduire à l'état le plus sauvage. Quand le mensonge maintes fois répété devient la vérité, le message n'est plus clair et nos esprits embrouillés ne comprennent plus pourquoi, ne comprennent plus pour qui ils se laissent aller au jeu de toutes les ignominies. Les studios d'Hollywood, les plateaux du JT, les couloirs d'Élysée, les bureaux des banquiers sont des lieux où se cachent tous ces traîtres enragés, récolte les fruits de nos actes manqués. Je suis l'esclave